Bonjour, bienvenue aux conférences du cabinet Baldwin Partners. Nous allons étudier des retours d'expérience et les technologies de l'industrie du futur. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous attendons sur notre site internet www.baldwin-partners.com ou sur les réseaux sociaux. À bientôt. Bon, bonjour à tous, on va continuer. Je m'appelle Alexandre Boucher, je suis directeur de Clarté. Je viens de Laval, j'étais à Nantes toute la journée et je suis ravi de finir la journée avec vous pour parler d'industrie du futur. On commence par cette image qui est un peu une vision de ce qu'est la réalité augmentée, mais je voulais surtout commencer par cette image-là. Quel super pouvoir vous aimeriez avoir? En tout cas, nous, c'est la question qu'on se pose souvent, c'est un peu la vision qui nous anime, de travailler sur des technologies qui vont offrir à l'homme des capacités augmentées, le rendant ainsi au travail et dans sa vie de tous les jours plus performant, dans des situations plus confortables et permettant d'augmenter ses capacités, d'augmenter son intelligence. On parle beaucoup d'intelligence artificielle à la mode, c'est le buzzword en ce moment. Plutôt que d'intelligence artificielle, nous on s'intéresse à augmenter l'intelligence des gens grâce à tout un ensemble de technologies que sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et toutes les technologies émergentes qui permettent à l'homme d'interagir avec des systèmes de manière un peu plus naturelle et sympathique. Donc Clarté, c'est ce qu'on appelle un centre de ressources technologiques. C'est un label qui n'est pas très connu, qui est délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On est 70 en France à avoir ce label. On est des structures d'appui technologique au développement des entreprises. C'est un label à la fois de qualité des prestations et aussi un label de capacité. Ça juge aussi notre potentiel à réaliser des prestations sur mesure auprès des entreprises. Le domaine de nos activités, je l'ai évoqué, et en fait, pour plus vulgariser qui nous sommes, on se définit comme un accélérateur technologique. On travaille sur l'ensemble du territoire français, avec un focus quand même prioritaire sur les Pays de la Loire, puisque nous sommes en partie pour ces missions soutenus par l'État, la région, l'agglomération de Laval et l'agglomération de Saint-Nazaire. Laval et Saint-Nazaire, bien voilà, c'est les deux sites où nous sommes implantés. On n'est pas une très grosse structure, on est un peu moins de 20 personnes. On est implanté à Laval, dans un lieu qui s'appelle le Laval Virtual Center, qui réunit 3 acteurs, Clarté, Laval Virtual, qui est une asso qui organise tous les ans le fameux salon de la réalité virtuelle, le plus gros salon en Europe, 350 exposants, 20 000 visiteurs, ça a lieu tous les ans, l'année prochaine, fin mars, début avril. Et puis nous sommes également voisins de nos amis d'Airbus, nous sommes responsables de la stratégie et de l'opération d'un site qui s'appelle le Technocampus Smart Factory, basé à Saint-Nazaire, qui est un lieu qui dispose de moyens de réalité virtuelle de haut niveau, des cubes de réalité virtuelle haut de gamme, et qui est, j'insiste, ouvert à toutes les entreprises. C'est accessible avec des offres de coûts accessibles aux PME pour expérimenter sur des besoins ponctuels des usages de réalité virtuelle. Alors, je vous fais l'affront de remettre ce slide. J'espère que je suis avec des gens qui savent bien faire la différence entre ces deux technologies, mais quand même, j'insiste parce que je croise trop de personnes qui se trompent encore, mais ce n'est pas de votre faute, c'est souvent les journalistes, dans 80% des cas, ils se plantent dans leurs articles, quoique les choses s'améliorent. Mais cette image, elle permet juste d'insister sur un point. Vous voyez qu'entre ces deux dispositifs, il y en a un qui est complètement opaque, qui vous isole de la réalité. C'est le but du jeu, c'est la réalité virtuelle. Je veux vous emmener ailleurs, vous permettre de faire des choses dans un monde qui est purement synthétique. Par contre, la réalité augmentée, vous voyez que le dispositif est ouvert vers l'extérieur. Les vitres sont, par définition, transparentes, puisqu'il s'agit de maintenir un lien vers la réalité. Et puis quand je veux aussi simplifier les choses et vulgariser, même si ce que je vais dire pourrait être modulé, je dis que la réalité virtuelle, elle sert à préparer demain, et que la réalité augmentée, elle améliore aujourd'hui. C'est aussi une manière de présenter les choses. La réalité augmentée vous aide aujourd'hui, la réalité virtuelle vous permet de préparer demain au travers de la simulation. Alors la réalité virtuelle, c'est immersion, interaction, présence cognitive et fonctionnelle dans l'usine virtuelle, bref, des mots très savants pour vous dire ce que je viens de vous dire avant. Et puis la réalité augmentée, elle rend le monde plus simple, et c'est là que j'en reviens au super pouvoir. C'est que cette techno, elle vous permet de voir des choses qui sont invisibles, mais qui existent bien, qui sont des données, qui sont des capteurs, qui sont des documents, des notices de montage,
du traitement de data, le MES. Le MES, il est sur mon smartphone chez Airbus, mais demain, il sera peut-être, quand les dispositifs d'affichage seront adaptés, puisqu'ils ne le sont pas encore forcément, il sera là le MES. Vous regarderez la machine et vous verrez sa prod. Vous verrez où on en est dans le flux, les capteurs. Il n'y aura plus de verrine, là, les trucs vert, rouge, orange sur l'état des machines. Il n'y en aura plus besoin. Tout ça, ce sera dans le monde digital, affiché en contexte. Et c'est là que la réalité augmentée, c'est important dans sa définition, c'est qu'elle affiche les données à l'endroit le plus adapté. C'est la donnée au bon endroit, au bon moment, et présentée dans la bonne forme, la forme la plus optimale pour que le monde devienne plus simple pour l'opérateur. Vous connaissez ces graphes, les graphes de Gartner, qui indiquent un peu la hype, autrement dit la mode, autour des différentes technologies. Alors, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment ? Je vous le donne en mille. Deep learning, machine learning, on en entend parler en permanence. Qu'est-ce qui est dans le creux des désillusions ? C'est-à-dire la techno qui a été à la mode, et puis finalement, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Ça marche pas si bien que ça. Eh bien, c'est la réalité augmentée. Il y a 4-5 ans, c'était tout en haut. On allait tous faire de la réalité augmentée sur nos smartphones et autres. Et c'est bizarre parce qu'à la fois c'est un expert et quelqu'un qui essaye de vendre de la réalité augmentée qui vous dit ça. On est dans le creux des désillusions, clairement, parce qu'on l'a survendu. Certains l'ont survendu, pas moi. Certains l'ont survendu. Les dispositifs sont encore immatures, les cas d'application sont encore peu nombreux, les ROI ne sont pas toujours évidents, mais quand on trouve la bonne combinaison de tout ça, du bon dispositif par rapport aux contraintes des opérateurs, du bon cas d'application, les ROI peuvent devenir explosifs. Ça peut aller très très fort et très très vite. La réalité virtuelle, elle a fait son chemin. La réalité virtuelle, elle était en hype déjà dans les années 92-93. Ça faisait la couverture de Time Magazine et de tous ces trucs-là. C'était disparu, c'est redevenu à la mode il y a 4-5 ans quand le marché grand public a redécouvert les casques de réalité virtuelle grâce à une boîte qui s'appelle Oculus, rachetée par Facebook, 2 milliards de dollars 18 mois après sa création. Belle performance. Et c'est redevenu à la mode. Mais les usages industriels sont connus de longue date. Ça fait, nous, Clarté, 20 ans qu'on fait de la réalité virtuelle. Chez Airbus, ça fait 20 ans qu'on fait de la réalité virtuelle. Chez Renault, PSA, tous ces gens-là ont fait de la réalité virtuelle depuis longtemps. Par contre, là où ça devient un enlightenment, que la situation redevient favorable et que d'ici 2-3 ans, on sera vraiment atteint un plateau de productivité, c'est grâce à la baisse des coûts du matériel, et en particulier au niveau des casques de réalité virtuelle, qui rendent ces technologies accessibles aux PME. Et en tout cas, nous, c'est une de nos missions, c'est de diffuser ces technologies à un nombre d'acteurs le plus large possible. Alors les usages, ils sont hyper larges sur l'ensemble du spectre. Et là, mon tableau, il n'est pas exhaustif. Il reprend des grandes catégories d'usages, avec des usages qui sont assez nouveaux et qui se diffusent très fortement. Prévention des risques, formation, ça c'est vraiment les trucs à la mode. On fait de la formation au process industriel depuis longtemps chez Airbus, depuis longtemps aussi chez PSA, mais ça coûtait encore très cher à la fois en termes de compétences humaines et de matériel. Avec des dispositifs moins coûteux, tout ce qui est prévention des risques et formation est un domaine aujourd'hui en pleine explosion, avec des organismes et des entreprises de petite taille qui s'emparent de ces technologies. Le vrai usage de la réalité virtuelle, en tout cas le plus courant, c'est tout ce qui touche aux revues de conception, hein. C'est le prototype virtuel que je peux évaluer, manipuler, tester, expliquer, avant même de soit usiner, soit déposer le moindre morceau de matière. L'aide à la vente, la préparation des chantiers, l'aide à la fabrication et au contrôle qualité, et enfin le double numérique, l'assistance à l'exploitation d'un double numérique, d'un équipement réel. Et là, en fait, sur ce graphe, si je devais simplifier, je dirais que plus on va à gauche, plus on va faire de la réalité virtuelle, plus je vais à droite, plus je vais faire de la réalité augmentée. C'est pas si simple que ça, mais ça peut un peu se résumer comme ça, parce que quand je veux vous former et vous prévenir de risques, je vais plutôt vous mettre dans une situation simulée, hein. Le but du jeu, c'est pas de vous former en vous faisant mal. Quand je vais vous aider à fabriquer, c'est quand même plus intéressant qu'on soit sur le terrain et que je vous offre une assistance numérique pour apprendre à faire l'assemblage. Alors, retour d'expérience sur 2 domaines complètement différents. D'abord, on va parler de l'industrie navale et on va parler de STX, qui est un de nos partenaires de longue date et partenaires privilégiés. On a fait plusieurs projets de recherche collaborative avec eux. Ensuite, on a fait de l'industrialisation un peu pour eux et aujourd'hui, on est en train de créer
une société qui va distribuer des solutions de réalité augmentée. Donc je vous parle de réalité augmentée pour 3 choses, 3 cas d'usage identifiés. Aider l'opérateur à se déplacer dans un environnement qui est complexe. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de visiter un navire en construction chez STX. Déjà, vous appréciez la complexité de leur travail et la performance incroyable de fabriquer des paquebots les plus grands du monde en 18 mois, qui sont tous différents, dans des temps extrêmement courts, avec des intervenants un peu partout. En tout cas, moi, je suis à chaque fois extrêmement impressionné. Donc, la complexité de ces chantiers, quand le truc commence à ressembler à un bateau, il y a une des complexités, c'est de se repérer dans cet espace et d'atteindre le bon endroit pour réaliser une tâche. Donc, premier besoin. Deuxième besoin, c'est aider au montage. On doit équiper ces navires d'un ensemble dingue de composants qui vont du tuyau qui va transporter de l'eau au fait de fabriquer une patinoire ou un trampoline au milieu d'un bateau. Et troisième point, c'est qu'une fois qu'on a fabriqué tout ça, il faut en contrôler la conformité par rapport au tel que design et le tel que construit. Et il peut y avoir des écarts. Donc la réalité augmentée est une réponse, parmi d'autres, mais une des plus performantes de l'assistance à l'opérateur sur ces 3 cas d'usage. Là, je vais plutôt vous parler du dernier, parce que c'est celui qui est le plus mûr et c'est celui sur lequel on a pour le moment un retour sur investissement le plus important et potentiellement le plus explosif. Alors un bateau, c'est quoi? C'est des tôles qu'on assemble entre elles au début, hein, je simplifie vraiment. Et puis on fabrique d'abord des panneaux qui sont des surfaces planes, et puis on va venir les empiler les unes sur les autres, ça va faire un bloc, et puis on va assembler des blocs entre eux, ça va faire un navire. Donc ça, ce sont des panneaux que vous voyez ici, et sur les panneaux, vous voyez tous ces tuyaux, ces chemins de câbles, ces gaines de ventilation, tout ça, c'est des choses qui seront au plafond demain, quand ils seront dans le navire, et on les fabrique comme ça à l'envers, c'est-à-dire qu'on retourne le plafond, on le met au sol, et c'est plus pratique pour venir souder, attacher, etc., des différents équipements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout cela est fabriqué par des compagnons qui utilisent un plan papier. Et sur ce plan papier, A0, vu d'en dessous, donc déjà il faut faire l'effort cognitif, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a éventuellement une loupe, un stabilo, et on regarde le plan, on va essayer de trouver dans un rack la pièce qui va bien, et puis on va se déplacer pour aller la poser sur le panneau. Ça marche bien, mais on sent qu'il y a un potentiel de gain de productivité. Et donc on a travaillé à utiliser la réalité augmentée de manière très simple. J'ai la maquette numérique, elle est là, la maquette numérique, elle a été faite. Je veux simplement afficher cette maquette numérique en transparence sur le monde réel, de sorte à ce que mon opérateur, il ait juste à dire référence 712, où est-elle? Et le système va le guider jusqu'à l'endroit où il doit venir poser le truc. Une fois qu'il est rendu à l'endroit où il devait la poser, je vais lui afficher la pièce, plus des codes de montage, qui sont là aussi d'autres documents papier qui existent dans l'atelier, dans des classeurs. Il y a des règles de montage. Et bien là, on l'enlève à nouveau, ce papier, puisqu'on veut tous enlever le papier des ateliers. Et troisième étape, c'est plutôt un autre utilisateur, là, qui est un contrôleur qualité, qui aujourd'hui, lui, a une tablette numérique quand même, et vient faire du contrôle qualité. Mais on remplace potentiellement sa tablette par un système d'affichage tête haute, de réalité augmentée, en ne faisant pas le contrôle à sa place. Il ne s'agit pas de remplacer l'homme, il s'agit juste d'afficher la maquette numérique et d'avoir un contrôle visuel assisté par la maquette numérique. Peut-être que demain, et certains travaillent à ce type de technologie, on fera le contrôle de manière automatique. Il y aura peut-être un drone qui se baladera au-dessus du truc, ou tout simplement un laser qui va venir balayer le système et faire une comparaison entre des géométries entre elles. Mais dans ce type d'environnement, et vous voyez, quand vous voyez cette photo, on n'est pas chez Airbus, hein. Il y a des trucs qui traînent partout, il y a une très grosse coactivité, il y a des gens qui soudent, il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui serrent des câbles entre eux. Et donc, c'est des environnements qui sont finalement extrêmement peu maîtrisés pour nous, ingénieurs, et qui aimons des conditions optimales pour faire l'implémentation de nos technologies. C'est des environnements qui sont extrêmement difficiles. En plus, on est dans du métallique, on est dehors, on n'a pas de réseau, impossible de déployer du Wi-Fi dès qu'on empile les trucs, ça ne marche plus. Donc des environnements qui sont complexes. Alors un bout de vidéo, vous voyez ce que voit là le contrôleur qualité. Il se balade à l'intérieur d'un bloc. Alors un bloc, c'est quoi l'échelle? C'est 50 mètres par 50 mètres par 50 mètres. Et il y a différents ponts, on monte des échelles, on se déplace à l'intérieur du navire.
Donc là, on aperçoit, alors c'est pas très clair sur l'écran ici, mais vous apercevez des fois des aplats de couleurs qui se décalent un petit peu. Alors, ils se décalent parce qu'il y a une petite latence quand on fait cet enregistrement vidéo, mais tant mieux, ça nous permet de les voir. J'affiche la maquette numérique sur les objets. Et puis, s'il y a des manques ou des décalages, et on va en apercevoir un ici, là, il y a un décalage entre le rouge et le truc. Et puis là, on voit qu'il manque un truc. Bon, on savait qu'il manquait un truc. On avait noté, en tout cas, ils avaient mis un bout de plastique pour éviter qu'il y ait de l'air qui rentre dedans. Est-ce qu'ils le savaient? Est-ce qu'ils l'ont noté? Là, le contrôleur qualité, il va juste cliquer sur l'objet de la maquette numérique et dire « il me manque une pièce ». Ok? C'est aussi simple que ça. Alors, dans la réalité, c'est pas si simple que ça. Parce que la réalité augmentée, comme je vous disais, ça marche pas encore parfaitement. Ces dispositifs, chez STX et chez d'autres d'ailleurs, posent une vraie question d'acceptabilité de la technologie. Est-ce que mon opérateur, il est prêt à se déplacer avec une tablette dans la main ou avec des lunettes sur la tête au sein d'un environnement qui est potentiellement dangereux? Et tous ces équipements devront être compatibles avec des EPI, qui sont des équipements de protection individuelle assez durcis. Ça pose la question de la confiance dans le système. Si j'utilise ça, et que je ne veux pas me trimballer avec le plan papier dans la poche de derrière au cas où mon truc ne marcherait plus, il faut qu'on ait des systèmes qui soient fiables dans toutes les situations, tout le temps, et sur des tailles dont on parle là, 50 mètres par 50 mètres et quelques dizaines de mètres de hauteur, c'est un vrai gros challenge. Et puis ensuite, il y a la question de la précision. En réalité augmentée, c'est souvent ça le problème, c'est quelle est la précision qui est atteignable. Eh bien, dans des environnements mouvants comme cela, avec des pièces qui sont présentes dans la scène mais qui ne sont pas dans la maquette numérique, avec de la coactivité humaine, avec des environnements sombres où il y a quelques points de lumière, etc., etc., on arrive à atteindre des précisions qui sont centimétriques, je dirais décimétriques quand on se déplace sur de grandes longueurs. Donc on voit qu'on n'est pas là pour faire en aéronautique, ce ne serait pas acceptable. Sur de la construction navale, le centimètre est une échelle acceptable, et puis si ça passe pas, on met des gros coups de marteau. Mais ça pose quand même un challenge de précision. Des lunettes comme l'HoloLens, dans leurs conditions optimales, c'est 0,3% de la distance que vous avez parcourue. C'est-à-dire que si vous avez fait 10 mètres, il y a 3 cm d'erreur. C'est quand même énorme, hein. Et on est loin des fantasmes qu'on nous vend quand on regarde les vidéos et le marketing que font toutes ces entreprises. Donc là, le message que moi j'essaye de toujours faire passer aux entreprises, c'est surtout ne croyez aucune vidéo que vous regardez. Surtout. Ça nous fait vraiment du mal, et sur la réalité augmentée, c'est encore plus vrai. Ne croyez pas une vidéo. Essayez chez vous, et on parlera ensuite de ce qui est faisable. Mais ne croyez surtout pas la moindre vidéo. Maintenant, je vais vous parler d'un autre domaine, le bâtiment. Parce qu'on parle d'industrie du futur, alors on prend souvent l'aéro, l'automobile, mais l'industrie du futur, c'est aussi la construction de bâtiments, hein. Ils ont des progrès à faire énormes. Ils ont des cobots, ils ont de la numérique, ils ont des suivis de production hyper avancés, et il y a plein de choses à faire aussi. Donc nous, on a eu la chance de travailler avec Vinci Construction France et de nombreuses filiales du groupe Vinci sur des usages liés à la réalité augmentée. Pour à nouveau, les 3 mêmes cas d'usage que j'ai évoqués tout à l'heure: aider à se déplacer dans un chantier étendu et complexe, aider à fabriquer, aider à contrôler. Sur ces 2 exemples, on est sur de l'aide à la fabrication et au contrôle. Vous apercevez en haut là un contrôle de ferraillage. Vous avez déjà vu un plan de ferraillage? C'est l'enfer. Vous imaginez un cube là c'est sur une pile de pont, donc un truc qui fait 2 mètres par 2 mètres, et il y a, je sais pas, je ne saurais même pas vous dire, plusieurs centaines de bouts de fer qui doivent être mis avec une certaine précision réglementaire qui est en dessous du centimètre. Et aujourd'hui, à nouveau, c'est contrôlé à partir d'un plan papier, une personne qui a un mètre ruban et qui contrôle ça. Et c'est l'enfer. Du coup, les contrôles, ils sont faits. Mais ils sont faits comment? Quelle est la qualité du contrôle? Je m'interroge. Donc la réalité augmentée, elle a un bénéfice ici. Et on est dans des tolérances de précision qui sont compatibles avec les dispositifs actuels. Donc à nouveau, on a la maquette numérique. Sur ces gros chantiers, on parle du BIM dans le bâtiment, on a des maquettes BIM. On ne les a pas tout le temps, hein, loin de là, mais il se peut qu'on ait des maquettes BIM. Et là, du coup, eh bien, je vais venir isoler mon ferraillage, et avant de le couler dans le béton, eh bien, je vais faire des séquençages. On voit qu'on n'affiche pas toute la maquette d'un coup, mais je vais contrôler à la fois la présence et le dimensionnel de mes différents tuyaux. Et un autre exemple, c'est sur la pose de poteaux. Donc ils ont des démarches lean aussi, hein. Ils arrivent avec des stocks qui sont au bord de chantier, des poteaux avec des références, des QR codes. Et puis le grutier, il va venir prendre le poteau qui est là. Et puis Otoki dit à son chef de chantier: bon, je le pose où, lui? Aujourd'hui, on regarde un plan papier. Et à nouveau, on veut arrêter ça. Donc là, tout simplement,
L'opérateur, il est là avec sa tablette ou son casque de réalité augmentée. Il a scanné le QR code. Il est géolocalisé sur le chantier. À partir de là, on lui dit tout simplement où sont les poteaux qui peuvent être du type de celui qu'on a scanné. Et on lui affiche en réalité augmentée. Là, on n'a pas besoin de précision. On veut juste offrir une assistance à la personne et qui ne regarde plus des plans. C'est vraiment ça l'enjeu. On l'aperçoit dans un bout de vidéo ici. Je vais y aller directement. C'est à la fin. C'est finalement assez simple. Là, ça marche avec un smartphone. Alors, sur smartphone, pour tout vous dire, on est sur des technologies qui viennent de chez Google. En fait, la France était en avance sur les technologies de réalité augmentée, sur tout ce qu'on appelle ce tracking, la capacité à se localiser dans l'espace à partir d'un flux vidéo et de la reconnaissance du monde réel. On a participé en France à la création de startups qui ont très bien marché, qui n'ont pas su survivre à une concurrence qui s'est développée aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est qui les acteurs de la réalité augmentée? Qui fournit les briques techno? C'est simple, c'est Google, c'est Amazon, c'est Facebook, c'est Snapchat. C'est un peu Microsoft sur le hardware et des startups qui essayent de se battre face à ça. Mais elles n'ont pas le poids puisque ces labos ont embauché les meilleurs du monde et mettent des moyens qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut mettre en Europe. Alors, c'est le cas de l'informatique. On ne se pose pas la question de savoir s'il y a des ordinateurs fabriqués en France aujourd'hui. On s'en fout. On veut juste des bons ordinateurs. Mais en tout cas, ça pose quand même la question du positionnement de notre territoire, globalement, sur ces technologies-là. Sur les industries du futur, je pense qu'on est dans la course. En revanche, sur la production des intelligences et des briques techno, dans l'intelligence artificielle, dans la réalité augmentée, dans la réalité virtuelle, on n'est plus dans la course. En tout cas, sur ces domaines technologiques, on n'est plus dans la course. Voilà. Je ne voulais pas finir sur cette note négative, je voulais quand même finir sur une note positive. La note positive, c'est que déjà, si vous avez envie de parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée, venez voir Clarté, clarté-lab.fr, à Nantes, à Laval ou à Saint-Nazaire, et essayez les démos avant de croire une vidéo. Voilà, on finira là-dessus. Merci.